Voilà, c'était un partage de l'ensemble des groupes partenaires sur ce mouvement donc, qui a été lancé en mars 2010 et qui est un appel effectivement de partage avec l'ensemble des entreprises de la place. Alors, ce que je propose, c'est que peut-être Gérard Mestrallet vienne me rejoindre sur scène et Clara viendra nous rejoindre un petit peu plus tard, dès qu'elle arrivera, pour démarrer cette première plénière. Et bien là, voilà. Et ben c'est formidable. Pour l'intervalle, on peut les applaudir. Voilà. Donc on va démarrer cette première plénière pendant que Clara s'installe tranquillement. Alors, on va commencer, je dirais, par rentrer directement dans le vif du sujet. La crise que traverse notre économie est beaucoup plus profonde que celle que l'on pensait. En 2008-2009, on pensait à l'époque que ce serait une crise qui se limiterait à des facteurs exclusivement financiers. On a compris depuis tout ce temps qu'il s'agissait d'une crise infiniment plus profonde. Et on peut même se demander s'il s'agit d'un véritable changement de paradigme, mais on va en parler tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que le besoin accru de compétitivité internationale face à tous les dumpings impose aujourd'hui une équation totalement inédite, extrêmement compliquée et difficile aux entreprises, puisque d'un côté, il faut mettre en place des plans de rigueur avec une sévérité extrême pour des questions de survie, et puis, dans le même temps, il faut mettre en place et développer un climat social qui soit de plus en plus stimulant pour favoriser l'innovation et donc la compétitivité. Alors évidemment, on a envie de demander à Gérard Mestrallet et Clara Guémard si c'est un défi insurmontable. Si les entreprises vont réussir à renouveler leur articulation avec leurs forces vives, si elles vont réussir à prendre en compte les facteurs humains comme le développement des compétences, l'employabilité, la reconnaissance, le dialogue social, la santé-sécurité, le bien-être au travail, et à les considérer comme de véritables leviers de compétitivité. Alors, Gérard Mestrallet, les utilities ont plutôt l'image d'un long fleuve tranquille, un secteur qui vit sur ses rentes, en quelque sorte. Et pourtant, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de grands et vrais sujets comme la transition énergétique, l'avenir du nucléaire, l'exploitation du gaz de schiste, enfin quand même de vrais sujets. Alors, dans cet environnement, malgré tout très turbulent, quels peuvent être les défis prioritaires d'un groupe comme GDF-Suez pour les prochaines années? Et ma seconde question, c'est est-ce que sincèrement, vous avez le sentiment que les salariés du groupe ont pris la mesure de l'ampleur de ces mutations? Bien, merci Caroline. Permettez-moi d'avoir d'abord une pensée amicale pour Stéphane Richard. Je pense beaucoup à lui. Nous aussi. Deuxièmement, je voudrais saluer le travail de ces assises et votre initiative à toutes et à tous. L'initiative du mouvement pour impact social. Je crois que c'est une initiative commune à un certain nombre d'entreprises, mais aussi à des personnes qui ont eu cette idée et à laquelle nous adhérons, et qui regroupe en fait des animateurs d'entreprises qui partagent certaines convictions, à savoir qu'une entreprise ne peut bien fonctionner que si toutes ses parties contribuent, dialoguent, échangent, pensent dans le même sens. Aussi qui partagent l'idée qu'une entreprise est un organisme vivant qui évolue dans un univers, un monde lui-même vivant et changeant. Je vais vous interrompre une seconde. Vous avez le sentiment, vous aussi, qu'on passe de la super machine-outil à un organisme vivant capable de s'adapter à des situations de plus en plus imprévisibles? Oui, il faut être capable de s'adapter. Ça n'est pas donné d'avance. Ça n'est pas donné d'avance, mais c'est une exigence. Aujourd'hui, je pense que les entreprises n'ont pas le choix. L'accélération de l'écosystème ou l'accélération même du socio-système qui nous entoure est une réalité. Il y a les transformations géopolitiques, les transformations technologiques, et l'entreprise n'a pas le choix, elle doit s'adapter. Et celles qui réussiront le mieux sont celles qui non seulement sauront s'adapter, mais si possible sauront anticiper. Et donc sauront déceler les signaux. Il y a des signaux forts, mais aussi il y a des signaux faibles qui sont annonciateurs de mouvements à venir, et celles qui auront su les détecter, et en même temps sans se tromper,
c'est les vrais signaux qui annoncent les vraies transformations qui vont effectivement se passer, celles-ci seront gagnantes. Mais ça suppose beaucoup de capteurs à l'intérieur de l'entreprise. Mais changer dans un univers en pleine transformation, c'est la réalité de toutes nos entreprises. Alors, vos transformations chez GDF Suez, vous les voyez à quels endroits? Alors, le monde de l'énergie n'est plus tout à fait le monde, un long fleuve tranquille. C'est au contraire un monde qui s'est beaucoup transformé, qui est en train de vivre dans le monde une vraie révolution. Cette révolution s'est faite par toute une série de facteurs. Je dirais qu'elle a commencé il y a 15 ans. C'était effectivement un secteur dans lequel il y avait eu finalement relativement peu de changements technologiques, relativement peu de changements juridiques, et même peu de changements géopolitiques. Et en fait, quand on regarde le monde aujourd'hui dans l'énergie, on voit un monde à trois vitesses principalement. Il y a les États-Unis, l'Amérique du Nord, qui, avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, sont en train de connaître une vraie révolution, une vraie transformation, qui fait que l'Amérique du Nord a maintenant du gaz pas cher, dès lors de l'électricité pas chère, de l'énergie pas chère, et ceci ne va pas rester sans conséquence sur le reste du monde, même dans les pays qui auraient choisi de ne pas avoir recours au gaz de schiste. Ensuite, il y a le monde émergent. Alors, le monde émergent qui a besoin d'énergie, de plus en plus d'énergie pour accompagner sa croissance économique. Sans énergie, il n'y a pas de croissance économique. Et 90% des besoins supplémentaires d'énergie dans le monde entre maintenant et 2030 sont situés dans les pays émergents. Donc, une entreprise qui veut être globale, internationale, ne peut pas être présente dans cet univers-là. Mais paradoxalement, c'est en Europe que ça change le plus vite. Et on est vraiment en train de passer en Europe d'un monde ancien à un monde complètement nouveau dans le domaine de l'énergie. Et je voudrais peut-être m'expliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'était que le monde ancien? Au fond, c'était un monde bien réglé, où il y avait des... C'était un long fleuve tranquille. Oui, c'était un long fleuve tranquille, effectivement, où l'Europe, c'était une juxtaposition de monopoles, soit d'État, comme en France, il y avait un monopole pour l'électricité, un monopole pour le gaz. Ces monopoles étaient publics. En Belgique, il y avait un monopole qui était privé. En Allemagne, c'était des monopoles privés par région. Enfin, je dirais, les pots de confiture étaient bien rangés sur l'étagère et c'était un monde simple. Et ces monopoles étaient intégrés de l'amont à l'aval, de la production électrique, transport, distribution, vente, chargés également de l'équilibre du système. C'était simple. Ce monde-là est en train d'exploser complètement sous l'effet de ce que j'appelle les 4 D, même si les D, c'est plutôt des initiales de mots anglais. Alors, il y a d'abord la dérégulation, qui a été lancée il y a maintenant une douzaine d'années en Europe, introduisant la concurrence, la séparation des réseaux, donc toute une série de bonnes choses, sauf qu'on n'a pas vraiment pris en compte la spécificité du métier de l'électricité et du gaz. Mais enfin, en tout cas, ça a introduit déjà un certain nombre de transformations de nature juridique. Et ensuite, évidemment, qui sont traduites sur le terrain de la concurrence, sur le terrain des structures. Après, il y a un autre changement, c'est la décentralisation. En fait, en faisant la promotion des énergies renouvelables, on a fait la promotion en Europe de technologies très différentes des technologies passées. Dans le passé, on construisait des centrales de plus en plus grosses dans ce monde centralisé, de plus en plus grosses, avec des lignes à haute tension de plus en plus puissantes. Et au milieu, il y avait donc ce grand architecte qui était le monopole, qui décidait de tout. Et puis, avec les renouvelables, on peut maintenant installer une éolienne de 1 ou 2 mégawatts au fond de son jardin, des panneaux solaires sur son toit, bientôt sur sa voiture. On peut avoir des micro-cogénérations qui, 2 mètres sur 2, assurent l'électricité et le chauffage pour des immeubles de très grande hauteur, plus des petites géothermies. Bref, on est passé d'un système très centralisé
un système très décentralisé. Où chacun peut gérer finalement individuellement quasiment son oui, énergie. Les consommateurs peuvent devenir des producteurs, des entreprises l'ont déjà fait, mais beaucoup de particuliers aussi avec le photovoltaïque. Alors aujourd'hui, tout ça coûte assez cher à la collectivité, plus exactement aux consommateurs d'énergie, puisque c'est à eux qu'on le fait payer. Mais le prix va s'abaisser avec le temps. Le solaire, dans quelques années, sera peut-être 15 ans, sera rentable, même sous nos latitudes. Aujourd'hui, il est déjà au sud de la Méditerranée. Mais c'est un monde radicalement différent. Au passage, les productions d'électricité ne vont pas forcément correspondre au moment de consommation. On va produire quand il fera beau, quand il y aura du... Oui, sauf qu'on ne sait pas stocker vraiment aujourd'hui. Il n'y a pas de... Les batteries peuvent stocker des quantités d'électricité infimes, suffisantes pour une voiture ou suffisantes pour, a fortiori, un téléphone portable. Mais ce n'est pas du tout à la mesure des grosses consommations d'une région ou a fortiori d'un pays. En tout cas, la question du stockage de l'électricité va se poser. La question d'efficacité énergétique est un facteur commun de tout. Et chacun veut savoir aussi comment est produite son électricité. Certains ne veulent pas d'électricité nucléaire, d'autres ne veulent que du renouvelable. Mais il y a quelques années, il y avait eu un sondage aux États-Unis. On a demandé aux Américains d'où vient l'électricité. Et à plus de 50%, la réponse était du mur. Du mur. Ça veut dire que finalement, on ne se préoccupait pas de savoir comment ça pouvait être fabriqué. On pluguait et puis c'était là. Maintenant, tout le système, vous dites paradigme, oui, est en train de... Pour vous, c'est un changement de paradigme, parce que ce que vous présentez là, c'est quand même une révolution. Oui. À plein d'endroits, d'ailleurs. Alors, j'ajoute deux autres éléments de transformation. Les deux derniers étaient la digitalisation, c'est-à-dire la numérisation et la convergence entre les nouvelles technologies de l'information et de l'énergie, avec les capteurs communicants, les capteurs intelligents, avec les réseaux, les smart grids, qui évidemment amènent des éléments de mesure instantanée de tout ce qui se passe dans le secteur énergétique notamment, et qui permet aussi de gérer. Donc les consommateurs, qu'ils soient entreprises bien sûr, individuels, collectivités locales, les collectivités locales sont rentrées à fond dans la gestion de l'énergie. Ils veulent gérer leur propre énergie. Ils veulent non seulement émettre moins de CO2, faire de l'efficacité énergétique, consommer beaucoup moins, et d'ailleurs les gains, nous faisons les gains d'efficacité, de réduction de consommation sont absolument gigantesques. Tout ceci pour dire que notre métier est en train de changer profondément, d'autant plus que le dernier D, c'est le déclin. Pourquoi déclin ? Parce que depuis 2008-2009, la rupture que vous évoquiez tout à l'heure, Caroline, la consommation d'électricité et de gaz baisse. Elle baisse en Europe et elle va très probablement continuer de baisser. Et de façon continue. Autrement dit, ce n'est pas un mauvais moment à passer que nous connaissons, que nous traversons. Certains le pensent. Moi, j'ai la conviction que c'est un changement structurel et qu'on passe bien d'un monde ancien à un monde nouveau. Le monde ancien était bien connu. Le monde nouveau est beaucoup plus difficile à apprécier dans toute sa complexité. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier de utility classique, le long fleuve tranquille, il est dans une impasse. Pourquoi ? Parce que, si on en reste là, vendre uniquement une commodité, prenons l'électricité ou le gaz, sur un marché qui a été en croissance pendant 50 ans, et qui, depuis 2008-2009, est en diminution, c'est vendre un seul produit dont les prix baissent et les volumes baissent. Et les prix de l'électricité sur le marché de gros, ils ont été divisés par deux. Les consommateurs n'ont pas tellement vu encore, mais les prix de gros ont baissé. Donc, être fournisseur d'électricité uniquement en Europe, c'est vendre un produit dont les prix et les quantités baissent. Donc, notre métier, nous souhaitons qu'il change. On a déjà amorcé largement ce changement et nous avons
Notamment pour ça, il faut faire beaucoup d'innovation. Et nous voulons être non seulement un fournisseur d'énergie, c'est ce qu'on va rester, mais aussi un apporteur de solutions énergétiques et environnementales, c'est-à-dire être le partenaire énergétique et le partenaire environnemental de nos clients, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités publiques, que ce soit les particuliers. Alors ça, c'est une révolution interne qui est pas simple, parce que c'est vrai que les équipes qui ont travaillé dans les monopoles ont parfois du mal et que ce soit monopole public en France ou privé en Belgique, c'est exactement la même chose. Parfois du mal à comprendre que les bases sur lesquelles on a travaillé depuis la guerre, au fond, pratiquement, sont en train de changer profondément. Donc ça nécessite beaucoup d'explications, ça nécessite beaucoup de dialogue, ça nécessite beaucoup de travail, d'échanges, mais c'est indispensable. C'est à la fois fascinant, c'est passionnant, mais c'est un vrai challenge. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, tel que vous l'exprimez, parce que tout ce que vous expliquez, finalement pour nous, puisqu'on est focalisé aujourd'hui sur la performance sociale, tout ce que vous nous expliquez, finalement, on le voit en termes d'implication au niveau effectivement, des hommes et des femmes du groupe. C'est-à-dire que, en gros, il ne vaut plus du tout travailler de la même façon qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, ce qui n'est pas un petit sujet quand même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience au sein du groupe suffisamment importante, en tout cas qui est à la hauteur des mouvements ou même presque de la révolution que vous êtes en train de nous expliquer? Écoutez, à la fois, je pense que chacun comprend, parce qu'on en discute beaucoup dans toutes les instances de dialogue social, dans les déclarations que nous faisons, les réunions que nous faisons, chacun est bien conscient que la crise a eu des conséquences importantes, en particulier en Europe. Nous avons, et ce contraste est extrêmement fort chez nous, parce que nous avons fait le choix, il y a maintenant 15 ans, de continuer à développer nos activités en Europe, mais de partir au grand international, dans la production indépendante d'électricité, au Brésil, au Chili, au Pérou, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud la semaine dernière, Maroc, Indonésie, Thaïlande, Singapour, où là, les projets avancent très vite. Donc on a ce contraste. On a à la fois ce contraste, c'est d'ailleurs pas toujours très facile, parce que nous avons d'un côté des activités comme le LNG grand international, la production d'électricité dans les pays émergents, qui avancent très vite, et de l'autre côté, des gens qui exercent un métier assez voisin, ceux qui s'occupent de produire de l'électricité en Europe, sont confrontés à des difficultés considérables. Difficultés considérables qui tiennent au changement de paradigme et qui tiennent aussi au fait que, comme en Europe, il n'y a plus de croissance économique, il y a des surcapacités dans notre secteur, le secteur de la production électrique. Qu'en plus, ces surcapacités, elles sont aggravées par le fait que tous les États d'Europe subventionnent les renouvelables. Normalement, quand il y a des surcapacités, on s'arrête et on les réduit. Et là, les États font l'inverse, ils subventionnent les créations de capacités supplémentaires. Alors, c'est bien pour le climat, c'est moins bien pour l'équilibre du système électrique, puisqu'on ajoute des surcapacités aux surcapacités. Et toutes celles-ci se répercutent sur le bout de la chaîne, c'est-à-dire sur les centrales à gaz. Donc on enferme de grosses quantités. Je le mentionne simplement pour l'anecdote, mais comme la France se divise pour savoir est-ce qu'il faut ou pas fermer Fessenheim, nous avons, fermé 5 fois Fessenheim en puissance électrique dans les centrales à gaz, et E.ON 6 fois. Donc le problème, la crise est là. Nos équipes voient bien qu'on ferme des centrales toutes neuves à gaz, aujourd'hui en Europe, et notamment chez nous, et notamment en France. Donc, oui, les gens sentent bien confusément qu'il y a une crise en Europe. Ce qui est plus dur, et d'ailleurs parce que c'est pas facile de dessiner ce nouveau monde, ce monde de demain. Je dirais, autant c'est facile de dire à l'international, nous voulions être le numéro 1 dans la production indépendante dans le monde émergent, c'est fait. C'était déjà fait avant la fusion avec International Power. Avec la fusion, c'est encore plus vrai.
On a marié le numéro 1 et le numéro 2. Donc là, c'est clair. Le monde nouveau, le monde énergétique de demain, alors on sait qu'il sera fait de plus de renouvelables, de plus de smart grid, qu'il sera fait de plus de compteurs numériques. Mais enfin, il est multiforme. Il est multiforme. Et là, on a encore beaucoup de travail. Donc, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est à essayer de dessiner ce monde nouveau avec nos équipes et avec le plus grand nombre de nos équipes. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période, objectivement, qui est caractérisée par une très, très forte imprévisibilité, qui risque même de durer. Hein. Vous parlez d'une situation structurelle. Alors, la plupart des groupes, dont GDF Suez d'ailleurs, a engagé un plan d'action très ambitieux sur un horizon 2015. En gros, il s'agit quand même de réduire les coûts pour faire face à cette baisse structurelle de la consommation telle que vous l'évoquiez. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce qu'on peut transformer un groupe quand on est sous pression? Est-ce que vous n'avez pas peur, tout simplement, de démotiver vos forces vives? C'est bien entendu un risque et nous en sommes bien conscients. Néanmoins, je pense qu'on n'a pas tellement le choix. Comme nous sommes confrontés en Europe à cette pression des baisses des prix de nos commodités et à ces nécessités de restructurer notre périmètre industriel, donc on a mis en place un plan qui s'appelle Perform 2015, mais réduire les coûts ne suffit pas, il faut le faire. Ce plan est d'ailleurs assez ambitieux puisqu'il vise à réduire les coûts de 3,5 milliards sur nos coûts opérationnels d'ici 2015 et en plus à réduire d'1 milliard à peu près les besoins de cash liés au BFR et aux investissements. Mais ça n'est pas un plan d'économie pure. Nous avions avant un plan qui s'appelait FICIO. C'est un plan d'économie et de transformation en même temps. C'est un plan de transformation. Oui. C'est une brique essentielle au passage du monde ancien au monde nouveau. Nous voulons travailler autrement, nous voulons que les équipes travaillent autrement dans les relations entre les services fonctionnels du centre, mais aussi entre les filières fonctionnelles, entre le centre qui couvre le centre, les branches et les business units sur le terrain, et aussi qu'on arrive à travailler davantage transversalement. Donc c'est un vrai plan de transformation. Et ce plan Perform 2015, pour moi, c'est un instrument qui fait partie intégrante de la définition de ce nouveau business model que nous cherchons à bâtir, dans lequel ce ne seront pas les produits ou les lignes de produits qui seront déterminantes, mais vraiment les clients individuels, clients professionnels, corporate et clients collectivités publiques. Parce que dans ce monde nouveau, ce sont eux, avant on fournissait l'électricité, on facturait l'électricité ou le gaz, et puis c'était l'essentiel. Maintenant, la façon dont chacun voudra gérer sa propre électricité, voudra gérer ses propres systèmes, produire ses propres systèmes. Donc nous vivons un peu cette transformation comme une opportunité. Et alors, je dois dire que... Et vous, ça veut dire vous, Gérard Mestralet, ou vous, les salariés du groupe? Est-ce que vous avez le sentiment que les salariés le vivent comme une opportunité? Alors, évidemment, il y a ceux qui le vivent comme une opportunité. Ça dépend du secteur dans lequel ils sont, si je puis dire. Puisque nous avons la chance, pour favoriser ce virage, d'avoir constitué depuis également une quinzaine d'années, à côté de nos activités de production et de vente d'électricité et de gaz, une branche de services à l'énergie d'efficacité énergétique. Nous avons 80 000 personnes, donc une branche complète, qui fait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard d'EBITDA, dédiée à l'efficacité énergétique. C'est Cofeli, Ineo, Axima, pour ne donner Endel, pour ne donner que quelques-unes des marques. Donc, évidemment, cette branche, même pendant la crise, crée de l'emploi. Elle se développe. Tout n'est pas rose. En France, c'est aussi compliqué. Mais enfin, elle est sur un marché porteur. Le marché de l'efficacité énergétique est porteur. Et si on va vendre moins de mètres cubes de gaz, moins de kilowattheures d'électricité, on vendra plus de services
d'efficacité énergétique. Mais tout ceci doit s'intégrer dans un vrai plan de transformation. Et quand je dis nous, c'est nos équipes, je dirais, de direction du groupe. Nous vivons ça comme une opportunité. C'est aussi une opportunité pour les services énergétiques. Il faut faire adhérer et partager cela par ceux qui vivent dans les secteurs de la vente d'électricité et la vente de gaz. Donc c'est un travail plus collectif, plus transversal. Et alors, ceci suppose beaucoup de négociations avec nos partenaires sociaux. Nous avons, je crois, une tradition assez longue de négociations avec nos partenaires sociaux, notamment dans le cadre européen, qui date de notre premier virage, quand nous avions décidé d'abandonner le métier financier qui était le nôtre, celui de Suez, la Banque Indo-Suez, pour devenir industriel. Nous avons, depuis le début, considéré qu'à côté du projet industriel, il fallait un projet social, et que l'un et l'autre étaient absolument indissociables, et que le bon endroit pour en parler, c'était le comité européen d'entreprise, puisque l'entreprise était essentiellement de dimension européenne. Donc là, on n'est pas au bout du projet, parce que les salariés qui vivent dans certaines parties voient les inconvénients, je dirais pas qu'ils sont insensibles aux opportunités que ça fournit à d'autres de leurs collègues, mais enfin, ils voient d'abord les difficultés chez eux dans leur domaine. Deuxièmement, donc, nous essayons d'initier une implication directe de nos salariés et forte de nos managers. Donc, nous développons depuis un certain nombre d'années le concept de GDF Suez Management Way, qui est aussi une espèce de style de management plus ouvert, plus transversal, peut-être moins autoritaire, plus participatif, avec une posture de proximité, de partage de sens et d'écoute. Et je trouve que ça prend particulièrement son sens dans un moment où la transformation, elle est forte et elle est brutale. Donc nous cherchons à anticiper pour pouvoir la rendre de plus en plus acceptable. Oui, aujourd'hui on parle de transition énergétique, alors certains sont pour, d'autres sont contre. Nous ne cherchons pas à nous accrocher au monde ancien. Nous cherchons au contraire à accompagner le mouvement pour nous-mêmes, pour nos clients, et à anticiper cette phase de mutation profonde. Alors Clara, vous aussi, chez GE, vous êtes en période de transformation profonde. Vous avez engagé à l'échelle européenne un énorme chantier de simplification, puisque vous considérez que la croissance du groupe en fait était amputée par trop de process, trop de lourdeur, trop de contraintes. Alors très concrètement, quand on dit simplifier, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit de tout bousculer, de tout remettre à plat? Est-ce que vous pouvez nous donner des cas très très concrets de simplification pour favoriser justement cette croissance et lever les freins? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici sur ce travail, sur la performance et la confiance. Et je pense que ces deux mots sont absolument essentiels. Et avant de répondre à la question de Caroline, je voulais un peu rebondir sur ce que Gérard Mestralet a dit, puisque je crois qu'il a absolument couvert toute la problématique de la transformation. Mais je voudrais essayer de la dire pour voir quelles implications ça a sur l'organisation de nos entreprises et surtout de nos grandes entreprises. La première transformation que Gérard a évoquée, c'est le fait qu'on est passé d'une économie de production à une économie de connaissance. C'est-à-dire qu'on met du smart partout, on met de l'intelligence partout. Ça veut dire, comme l'a très bien expliqué Gérard, qu'on va savoir très exactement qu'est-ce qu'on consomme, à quel moment on le consomme. Ça veut dire que nous, on est en train, chez General Electric, de concevoir des moteurs d'avion dont les pièces vont dire elles-mêmes quand elles vont devoir être réparées. Et c'est une révolution majeure parce qu'on rentre dans ce que Jeff Immelt, le patron de General Electric, appelle l'Internet industriel. Et l'Internet industriel, c'est, après Internet, après les réseaux sociaux, c'est les machines qui se parlent entre elles. Et cette révolution-là, elle va changer la façon dont nos entreprises sont organisées, mais elles vont surtout aussi changer la façon dont on va vendre ce que nous faisons, puisque on va non plus forcément vendre des machines, vendre leur maintenance, mais on va vendre le service qu'elles offrent. Et ça m'amène à la deuxième transformation,
qui est qu'on est passé d'une économie de propriété, où on achète ce que l'on consomme, à une économie d'usage. Vous le voyez avec la voiture électrique, vous le voyez avec... vous achetez un téléphone, d'ailleurs vous ne l'achetez même pas, vous le louez à la compagnie qui vous le fournit, et puis vous avez des applications. On est rentré dans une économie où on va acheter l'usage. Et je vais vous donner un exemple très concret chez General Electric. On est aujourd'hui, d'ailleurs, avec Orange et Stéphane, que je salue comme Gérard, et je pense très fort à lui, on a sur la région Île-de-France équipé 35 hôpitaux de cloud computing, comme on appelle, enfin de données dans les nuages, où sont récoltées toutes les informations d'imagerie et d'informations du patient, et qui permettent de faire en sorte que la belle enveloppe bleue de l'assistance publique de Paris qu'on connaissait soit désormais complètement désuète, et qu'un patient, qu'il vienne à l'hôpital ou qu'il vienne à la clinique ou qu'il aille chez son médecin de ville, quel que soit le sujet, la raison pour laquelle ils viennent, ait tout son passé en images. Mais ça change complètement le business model, puisqu'on ne va plus vendre la fameuse machine, le PACS, qui était la grosse machine qui permettait d'accumuler les données. On ne va plus vendre la maintenance de ces machines, mais on va vendre tout simplement le téléchargement à l'image. C'est-à-dire qu'on passe d'une facture qui était d'1,5 million d'euros à 2 € l'image. Ce n'est pas tout à fait le même équilibre financier, ni le même business financier, donc ça oblige des transformations d'organisation mentale dans l'entreprise qui sont importantes. Et le dernier élément de transformation que Gérard a soulevé aussi, c'est qu'on est passé d'une économie d'abondance à une économie de la rareté. Et cette économie de la rareté nous amène à trouver des moyens de consommer, enfin d'offrir le même service ou le même usage, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, à nos clients pour un coût et pour une production d'énergie ou de transport qui soit moindre. Alors, c'est à la fois formidable parce que la rareté, c'est aussi ce qui nous permet d'être plus intelligents, pas simplement plus économes, mais le digital nous offre une formidable perspective de croissance. Mais vous savez, on est dans ce moment où on a un core business qui est un peu comme un iceberg qui va vers les eaux chaudes et qui fond. Et il faut faire grandir les petits bateaux qui sont à côté plus vite que la fonte de l'iceberg. Et toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises et les petites entreprises qui ont un business model assez construit, et notamment dans les domaines qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'énergie, la santé, les transports, sont confrontées à cette mutation. Et face à ça, j'en viens, pardon, je suis un peu longue, Caroline, mais je pense que c'était important de rappeler tout ça pour expliquer pourquoi on simplifie. Face à ça, on se rend compte que les process qu'on a mis en place au fur et à mesure, qui étaient des process d'abord industriels et qui ont ensuite été des process de méthode dans l'organisation pour couvrir les risques juridiques, pour couvrir tous les risques qu'on connaît dans l'entreprise. On sait très bien que 80% des risques sont protégés quand on fait bien son travail. Donc, les process ont été une démarche extrêmement sécurisante pour la production, la commercialisation, la vente et la sécurité de tous, viennent finalement se cogner à cette réalité et nous empêcher de nous transformer. Et il n'y a pas simplement changer l'organigramme, il n'y a pas simplement bien former les gens, il n'y a pas simplement capter et, comme l'a très bien dit Gérard, anticiper les technologies du futur en acceptant, en essayant de se tromper le moins possible, parce qu'il faut aussi accepter l'erreur, parce que sinon on ne tente rien. Mais il y a aussi ce côté toile d'araignée qu'on a bâti dans toutes nos entreprises, qui sont ces fameux process et qui bloquent la machine. En discutant avec Caroline pour
pour préparer cette conférence, je lui racontais qu'on avait constaté, pour une décision qui consistait à ouvrir un centre de recherche qui avait été décidé par le board et par Jeff Immelt au Canada, mon homologue a eu besoin de 32 signatures. C'est juste pas possible, quoi. Mais pas par mauvaise volonté, mais tout simplement parce qu'il y avait tellement de métiers qui étaient impliqués, voilà, 32 signatures. Donc à partir de ce moment-là, on a dit qu'on allait tout arrêter. Et on a donc fait une enquête, et puis ça fait un moment que ça couvait, qu'on se rendait compte que le sujet de la simplification était important. Et donc Jeff Immelt a lancé on fait tous les 2 ans une enquête auprès de tous les salariés. Et cette question-là a été évoquée. Et l'enquête a été très intéressante parce qu'elle montrait que les salariés avaient un taux globalement de satisfaction plus grand qu'avant l'entrée dans la crise, ce qui prouve que la satisfaction d'appartenir à General Electric avait été non seulement maintenue, mais accrue avec le sentiment qu'on est peut-être mieux chez General Electric que dehors, dans une période de mutation ou de crise, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Mais en revanche, il y avait 2 sujets sur lesquels la satisfaction était à 50%, ce qui est un très mauvais score pour nous. C'était la complexité et le sentiment que cette complexité pénalisait la rapidité et la performance. Et à l'américaine, si je puis dire, Jeff Immelt a pris une décision qui est, pour ceux qui sont chez General Electric, qui sont dans la salle, et comprendront encore mieux ce que je veux dire, parce j'avais l'habitude, quand il fallait faire un peu d'humour, de dire qu'on était excellent partout, mais qu'on était surtout excellent à faire des PowerPoint. Les gens de General Electric venaient toujours avec des tas de présentations très très belles, avec des images, des films incorporés, tout ça, on était très très bon, de quasiment supprimer le PowerPoint. En tout cas, dans la restitution des 3 grands process qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Le premier qui est la perspective de croissance à 3 ans. Le deuxième qui est l'évaluation, tout ce qui tourne autour de la politique de ressources humaines, l'évaluation des agents, les perspectives de carrière, etc. Et le troisième étant le budget. Et tout ça se résumant maintenant à un papier qu'on appelle le blueprint, qui est une page, avec évidemment les principaux chiffres qu'on doit donner, en gros les résultats du trimestre et puis les grands contrats sur lesquels on est en train de travailler. Et en dessous du texte, et on met ce qu'on veut. Non pas ce que il nous est demandé, avec des cases pré-remplies, cocher la case, mais ce qu'on veut. C'est donc un changement radical qui permet d'abord de gagner beaucoup d'heures de travail, parce que finalement, ça prenait du temps de faire tous ces PowerPoint, de constater qu'en réalité, quand on essaye de prévoir à 3 ans, finalement, on n'arrivait pas à prévoir grand-chose, puisque même les plus grands prévisionnistes n'y arrivent pas, donc ce n'est pas forcément nous, en interne, qui pouvons y arriver. Et puis surtout, de donner une vraie liberté aux managers pour dire à leurs supérieurs hiérarchiques ce qu'ils pensent pour leur métier être important dans les mois et les années qui viennent. Donc cette simplification, elle a vraiment ce but-là de responsabiliser, de dire que one size fits all, ça marche plus, que chacun doit savoir au fond où se situe sa performance, redonner confiance aux salariés dans une période d'incertitude en leur disant que finalement leur destin est entre leurs mains, parce que finalement quand on vit dans des structures qui sont beaucoup trop organisées, on a un peu le sentiment que tout vous échappe, et puis parce qu'il faut bien dire aussi réduire les coûts. Parce que la magie de la simplification, c'est que quand vous enlevez des process et vous réduisez les coûts. Et la réduction des coûts, elle se fait aussi par un engagement, tout un travail de proximité. C'est-à-dire que des tas de choses qui remontaient aux États-Unis vont se faire pays par pays, et avec un passage du global à la régionalisation, rapidement brossé. Alors, ce qui est intéressant dans ces 2 cas très concrets et à la fois très différents,
c'est qu'on voit bien qu'à travers le prisme de la simplification, le prisme du plan d'action, finalement, on peut remettre de l'humain dans l'entreprise tout en faisant face à des situations qui sont objectivement, comme le disaient Gérard et Clara, avec un facteur d'imprévisibilité très très important et probablement qui perdurera, mais qu'on en est sur des process finalement qui restent assez empiriques malgré tout, hein, puisqu'il faut une certaine dose d'humilité et accepter, comme dit Clara, de se tromper, puisqu'on ne connaît pas, tout simplement. Et ça, c'est un point intéressant. Alors, autre point également important, c'est le rôle de l'entreprise dans la société civile. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'en remettant de l'humain dans l'entreprise, est-ce que quelque part, finalement, en redonnant une forme de matière vivante à l'entreprise, est-ce que ça change la donne de la place ou que du rôle de l'entreprise par rapport à la société civile, c'est-à-dire remettre de l'humain dedans? Est-ce que finalement, c'est pas remettre de l'humain aussi dedans et à l'extérieur, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les fournisseurs, ou tout simplement à l'échelle de la collectivité? C'est la question que j'ai envie de vous poser. La réponse est oui. Mais avant de répondre plus complètement et d'expliquer ma réponse, peut-être rebondir un petit peu sur ce que disait Clara. Ce qui est un facteur commun dans nos deux observations, c'est la nécessité d'être rapide, de pouvoir prendre des décisions extrêmement rapidement parce que notre environnement change de plus en plus vite. Et l'entreprise, par ses process internes, si ces process sont trop lourds, les exemples de Clara sont frappants, si les processus internes de décision sont trop lourds, eh bien, on ne pourra pas anticiper, on va suivre en permanence, c'est-à-dire avoir en permanence du retard. Alors, dans notre plan Perform 2015... Non seulement du retard, mais on va simplement ne pas pouvoir répondre à certains appels d'offres, ou pas répondre à la tendance du marché, quoi. Dans notre plan Perform 2015, nous avons plusieurs volets, mais enfin les deux grands volets sont l'un, les frais généraux, c'est-à-dire les frais de nos structures fonctionnelles, des sièges au centre, dans nos filiales. Donc ça, effectivement, ce qu'on veut, c'est réduire le scope pour être plus efficace, plus direct, plus simple aussi, plus simple. Alors, nous héritons effectivement dans notre groupe de multiples fusions. On est la 7e, et donc à chaque fusion, il faut réduire. Mais le premier résultat d'une fusion, c'est de faire grossir les effectifs des frais généraux puisqu'on ajoute. Donc après, il faut réduire. Et pour la fusion Gaz de France, on avait pris un petit peu de temps. C'était pas la première priorité, mais on le fait à cette occasion. Le deuxième poste, c'est les achats. Autrement dit, là, on fait porter un peu l'effort sur les fournisseurs. Mais je vois qu'ils font cet effort par eux-mêmes. Donc, nous espérons après en avoir le résultat dans les prix qu'ils nous feront. Et c'est le cas. Non, mais nous avons un excellent fournisseur. Je ne demande pas une réponse publique. Alors, je viens à votre question. La réponse est oui. Peut-être. Alors, c'est vrai que j'avais hésité, pour être tout à fait sincère, à vous poser une question, mais peut-être c'est une question qui fâche, vous n'êtes pas obligé de répondre. Parce que finalement, ce que vous évoquez, c'est quand même une forme d'équilibre qu'on doit revisiter, hein, vous comme d'ailleurs la plupart des entreprises, une forme d'équilibre que l'on a construit autour de divisions corporate et de divisions qu'on va qualifier de plus opérationnelles. C'est compliqué comme sujet, c'est compliqué parce que est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on transforme, est-ce qu'on fait évoluer, comment ça se passe? Parce qu'au fond, c'est un peu le sujet qui est posé. Moi, je ne sais pas. D'abord, je pense qu'on n'a jamais oublié l'humain dans nos entreprises. Je crois, peut-être que certaines l'ont fait, mais je ne suis pas sûre qu'elles ont un avenir très long. Donc, l'humain a toujours été au cœur des entreprises qui voulaient avoir une croissance durable, longue. La seule chose, c'est que, comme la transformation économique se fait, ce n'est pas forcément les mêmes talents ou la même organisation ou les mêmes process d'organisation dont on a besoin. Et cette agilité-là, cette vitesse-là, nous amène forcément à repenser, non pas l'humain, parce que je pense qu'il n'y a pas de richesse que de femmes et d'hommes dans l'entreprise. Nous, on est une entreprise hautement technologique. On ne restera à la pointe de la technologie que si on sait recruter les meilleurs.
Et vous ne recrutez les meilleurs que si vous vous préoccupez de leur carrière et pas simplement leur verser un bon salaire, si vous leur donnez des métiers qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui les épanouissent et qu'ils savent qu'ils ont un avenir dans le groupe s'ils sont bons. Donc cette politique de ressources humaines, elle a toujours été très, très, très présente dans l'entreprise. Oui, mais elle est compliquée avec le plan de rigueur. Oui, ce qui a fondamentalement changé, c'est bien ça. C'est vrai que la rigueur, c'est compliqué, parce que... Enfin, la rigueur, c'est pas compliqué, mais la faire bien, c'est compliqué. C'est ça qui est difficile. Parce que c'est pas difficile de couper les coups. Hein. Ça, c'est pas ça qui est difficile. C'est de le faire intelligemment et de le faire humainement et sans démobiliser les gens. Et dans un moment où ce n'est pas simplement la réduction des coûts qu'il faut faire, mais justement cette réorganisation qui doit être faite. Mais surtout, je pense que on parle beaucoup de la question de la confiance, et elle est absolument clé, parce que dans un moment où, je crois qu'il y a un sondage qui est sorti, qui interrogeait les Français, plus de 50% des Français craignent dans l'année pour leur emploi ou celui de leur conjoint. C'est énorme, c'est énorme. Et je pense que dans ces 52%, il y a aussi l'inquiétude du fait que ce n'est pas forcément qu'ils vont perdre leur emploi, mais que leur emploi va changer. Et on confond un peu en France l'idée de l'emploi et l'idée de la fonction la transformation de l'emploi qu'on va avoir. Et le seul moyen de faire cette transformation, c'est de pouvoir le faire en confiance. Et je pense que la confiance des salariés, vous la trouvez justement en agissant. Que ce sont les entreprises qui n'agissent pas, je ne veux pas faire de parallèle politique, mais je le fais quand même, c'est quand on n'agit pas qu'on inquiète, qu'on fait peur. L'action et l'action rapide, la prise de conscience et la diffusion au sein de l'entreprise des transformations qu'on doit vivre, et la transparence du message est absolument essentielle à la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des inquiétudes. La confiance, ce n'est pas la même chose que qu'il peut y avoir des inquiétudes, mais la confiance dans le fait que l'entreprise, et donc partant les salariés, vont dans la bonne direction et pas dans un mur. C'est ça le sujet fondamental. Ce qui veut dire que quand on prend l'entreprise et qu'on la met non pas en miroir de la société, mais comme un acteur vivant de la société, c'est la meilleure manière de capter ce que disait Gérard, c'est-à-dire les signaux faibles et les signaux forts de transformation de la société, et de capter ces nouveaux marchés qui sont au début des petits marchés qui vont devenir dans 10 ans 10%, 20% de la vie de l'entreprise. Et puis j'ajouterai un dernier mot, mais il est absolument essentiel. Quand vous fabriquez des moteurs d'avion, vous avez d'abord, on est 2, 3, 4 constructeurs d'avions dans le monde, et on a quelques clients. Donc vous pouvez rester dans une sorte d'écosystème où celui qui détient la propriété industrielle, le savoir-faire, a une sorte de situation solide. Nous, on construit des moteurs d'avion qui volent encore 40 ans plus tard. Hein. C'est un peu la même chose avec les turbines à gaz. Notamment une qu'on vous a vendue, que vous fermez, très triste. Mais oui, aussi autant que vous. Mais bon, tout ça, c'est la belle histoire du gaz de schiste. Donc là, on est dans des écosystèmes qui sont d'une certaine manière assez classiques et assez simples. Quand on rentre, par exemple, dans le domaine de la santé, vers tout ce qui est la santé à domicile, la miniaturisation des équipements, le fait qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus des matériels de plus en plus sophistiqués pour une population de plus en plus sophistiquée, mais des matériels très sophistiqués, mais très simples d'usage et pas chers pour la plus grande partie pour une très large population. Ça implique le fait que l'entreprise est totalement maillée complètement avec la société. On n'est plus dans un monde à part.
Moi, ce qui me frappe, vous voyez, je ne sais pas si c'est quelque chose de partagé, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de programmes de cost-killing dans les entreprises, on abordait quasi strictement cette dimension économique et financière. Ce qui est nouveau aujourd'hui, nous semble-t-il, peut-être vous le partagez, c'est que quand on parle d'un plan de transformation, on ne se situe plus sur un plan exclusivement comptable. Il me semble que la dimension de la performance sociale, qu'elle s'illustre à travers l'employabilité, le développement des compétences, le dialogue social, la sécurité, le bien-être, etc., est beaucoup plus prégnante dans ces plans de transformation qui ne se situent plus sur un niveau quasi exclusivement économique et financier, mais bien sur un niveau qui touche à je dirais, l'entreprise dans son ADN, dans sa globalité. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau qui caractérise cette période, qui n'est pas simple, hein, mais qui est quand même à prendre en considération, me semble-t-il. Oui. Vous avez raison. Je pense que, d'ailleurs, les grandes entreprises, lorsqu'elles font des plans de performance, sont obligées de l'expliquer profondément en interne, mais aussi à l'externe. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, on peut même s'en plaindre. Autrement dit, les plans de transformation, plans de performance, plans parfois sociaux, deviennent des objets publics. Et donc le rapport à l'environnement économique, social, politique devient important. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure sur le rapport à la société civile, un peu peut-être par la nature de nos activités, nous avons toujours eu une relation assez forte avec la société civile, et nous considérons que notre responsabilité sociale ne s'arrête pas à notre responsabilité d'employeur et ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise. Parce que la nature de nos activités, au fond, c'est d'apporter aux gens la lumière, d'apporter la chaleur, d'apporter l'eau, de protéger leur environnement. Donc, ce sont parfois d'ailleurs des services publics, organisés sous forme de services publics, et en tout cas, c'est toujours une responsabilité qui s'apparente un peu à l'intérêt général. Autrement dit, nous nous sentons porteurs partout et dans chacun de nos 70 pays dans lesquels nous sommes d'une fraction de l'intérêt général. Notre devise en français, c'est « être utile aux hommes ». Et être utile aux hommes, c'est pas être utile aux hommes qui travaillent, aux 220 000 salariés qui travaillent chez GDF Suez seulement, c'est à ceux à qui nous apportons tous ces services essentiels à la vie. Et donc, nous avons une obligation, dans chacun des 70 pays, d'être aussi en harmonie avec les priorités des pays qui nous accueillent et qui nous laissent exercer cette activité, puisque dans toutes nos activités, nous devons être présents pour le faire. Nous n'exportons pratiquement rien pour produire de l'électricité, du gaz ou distribuer de l'eau. Il faut être sur place, il faut investir sur place et donc être une entreprise du pays dans lequel nous voulons exercer notre activité. Et donc, comme je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas pour nous, pas de projet industriel sans projet social, et on l'a conçu comme ça, puisque notre groupe est un groupe, c'est-à-dire que c'est fait de transformation en transformation. De même, il n'y a pas de responsabilité sociale sans responsabilité citoyenne. Sociétale. Et dans notre relation à notre environnement économique, environnement social et environnement politique, nous avons toujours accordé beaucoup d'importance. D'ailleurs, notre devise « être utile aux hommes », nous l'avons traduite en anglais par « by people, for people ». Alors, by people, le premier people, c'est nos 220 000 salariés. For people, c'est tous les autres. Universalité. Voilà. Mais c'est bien ça. Et j'ai envie de vous demander, Gérard, dans cette période, on revient à cette période de transformation parce qu'elle est quand même très prégnante. Est-ce que vous avez le sentiment que dans cette période de transformation, où, comme on le dit, il y a quand même une focalisation beaucoup plus forte sur cette dimension de la performance sociale, donc humaine, est-ce que vous avez le sentiment que cette transformation, y compris à l'échelle des femmes et des hommes du groupe, impacte la relation que le groupe co-construit ou développe ou met en place avec l'ensemble de son écosystème? Et à Clara aussi d'ailleurs. C'est ce sujet-là en particulier. Et concrètement, vous pourriez l'exprimer de quelle façon? C'est peut-être pas très facile. Écoutez, je pense que pour nous, moi j'ai toujours été très, très attaché au regard que nos salariés portaient sur leur entreprise. Que eux-mêmes, leurs familles aussi, les familles de nos salariés, leurs enfants,
pouvait porter sur notre entreprise. Autrement dit, en être fier, pas seulement par les performances financières, par les acquisitions, la conquête de marchés internationaux, mais par ses valeurs, par son attention portée aux gens qui sont dans le groupe ou à l'extérieur. Nous avons essayé de décliner notre projet, le projet social de GDS Suez autour de 3 axes, citoyenneté, diversité et solidarité. La citoyenneté, c'est bien le rôle que nous pouvons jouer vis-à-vis, je dirais, des collectivités qui nous entourent. Nous travaillons beaucoup avec la Fondation Agir contre l'exclusion pour cela. La diversité, je dirais, c'est aussi parce que nous sentons une sorte d'obligation pour nous, encore une fois peut-être par la nature de nos activités, de nos métiers, de ressembler un peu à la société qui nous entoure, qu'elle soit française en France ou brésilienne au Brésil. Et d'ailleurs, nous avons fait un travail pour être labellisé, pour avoir le label diversité, que nous avons obtenu sur plus de 40 000 de nos salariés, enfin sur un périmètre qui couvre 40 000 de nos salariés en France, et nous voulons bien entendu l'étendre de plus en plus. Et enfin, solidarité. Alors, solidarité, c'est à la fois par rapport à nos clients. Je rappelle que nous avons poussé pour le tarif social de solidarité depuis plusieurs années. Ça vient d'être décidé par ce gouvernement et nous en sommes plutôt satisfaits. Parce qu'en clair, il faut traiter le cas des gens qui sont en situation de précarité énergétique. À partir de ce moment-là, on est légitime à faire payer le vrai prix à tous les autres. Deuxièmement, solidarité aussi envers ceux qui n'ont pas accès à l'énergie dans le monde. Et on a pour cela créé une initiative qui s'appelle Rassembleur d'énergie, qui combine à la fois notre fondation, qui combine un fonds de solidarité sociale que nous avons créé, auquel d'ailleurs tous nos salariés peuvent contribuer, et ce que j'appelle ma petite armée pacifique de bénévoles volontaires qui travaillent dans des ONG propres au groupe, une pour l'eau, l'autre pour le gaz et la troisième pour l'électricité, et qui donnent leur temps, leurs vacances, leurs loisirs, pour aller essayer d'apporter, alors soit de raccordement à l'eau, raccordement à l'électricité, de populations dans des pays dans lesquels plus souvent nous travaillons, mais pour des projets de raccordement à l'énergie de populations qui n'ont pas accès à l'électricité. Voilà. Donc c'est un vaste projet effectivement que vous avez déployé. Voilà, et je pense que tout ça permet à la fois d'impliquer certains de nos salariés dans des opérations de solidarité, mais de donner aussi à tous les autres une vision, une image de leur entreprise qui, je dirais, permet davantage d'adhésion. Donc tout ça, ça participe de cette même dynamique en fait. De dynamique, je crois que plus on se transforme rapidement, plus vous phasez avec la société demander civile aussi des efforts partout dans le monde. Plus l'utilité, le sens de l'entreprise doit être perçu par tous, à l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Clara, oui, moi, vous recevez la même. Essayer de répondre sur les 2 points. D'abord sur la partie qui concerne les salariés eux-mêmes. Nous-mêmes, nous avons des critères d'évaluation qui ne sont pas des critères chiffrés. Et il y en a 3 qui peuvent paraître très classiques d'évaluation d'un salarié, d'un cadre qui est l'expertise, la qualité de l'exécution, ce qu'on appelle le clear thinker, donc quelqu'un qui pense juste, enfin qui a une capacité de jugement. Il y en a 2 autres qui ont énormément d'importance et qui en ont pris de plus en plus, puisqu'il y en a une à qui on a rajouté un autre mot. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais l'inclusiveness, c'est-à-dire la capacité d'embarquer tout le monde avec soi. Alors, je ne sais pas, en français, on dirait l'empathie, mais ce n'est pas simplement l'empathie, c'est aussi un mot qui n'existe pas, qui est la fortitude. Enfin bon, voilà, c'est l'inclusiveness. Il n'y a pas de traduction. D'ailleurs, on va peut-être se poser la question de pourquoi en français, on n'arrive pas à traduire ce mot-là. Et l'autre valeur qui est en binôme, c'est l'imagination,
puisque on ne peut pas vivre avec des salariés et des collaborateurs à qui on dit tout le temps oui, parce que si on dit tout le temps oui, c'est qu'ils n'ont pas d'imagination et qu'ils ne sont pas créatifs. Donc il faut avoir des collaborateurs autour de soi à qui on dit non, parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'idées, pas tout le temps, non, bien sûr, mais ça prouve que ça fourmille, quoi, qu'il y a des choses qui sont des bonnes idées qu'on ne peut pas faire tout de suite. D'ailleurs, on ne dit jamais vraiment non, on dit c'est intéressant, mais peut-être pas forcément tout de suite. Et la deuxième, oui, on va réfléchir, et la deuxième valeur, c'est le courage. Et nous, on a mis le courage comme une des valeurs essentielles du groupe, parce que je pense que le courage, il en faut beaucoup en ce moment, à tous les échelons de l'entreprise, il en faut. Et pour revenir à la question sur l'écosystème, je voudrais donner 2 exemples qui ne sont pas des exemples comme ceux que Gérard a évoqués, qui sont ceux de ce que le groupe peut faire en matière d'aider les bénévoles et tout ça, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi dans ce sens-là, mais je voulais prendre 2 exemples business. Le premier, c'est on a une filiale qui s'appelle J Capital et qui fait du financement pour les PME. On est le leader en France sur l'affacturage. On est un des acteurs principaux du financement d'équipement pour les petites et moyennes entreprises. Et on a mis en place, pas simplement en France, mais dans le monde, un outil qu'on appelle le J Access. Et on a demandé à nos meilleurs experts en aviation, dans le domaine médical, éventuellement bien sûr dans la finance, mais dans le marketing. Et on les a sélectionnés. Et ces experts sont à la disposition gratuitement de nos clients, de nos entreprises clientes dans le domaine financier. C'est venu simplement de l'idée que dans un groupe comme le nôtre, on a cette chance d'avoir à la fois une expertise financière, mais d'avoir une expertise industrielle, puisqu'on est un grand acteur industriel, et que cette expertise-là, après tout, on pouvait la donner à nos clientes et de façon gratuite, à nos entreprises clientes et de façon gratuite, parce que si elles avaient cette connaissance d'une façon plus rapide, elles croîtraient plus vite. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était pour revenir sur cette idée que Gérard a évoquée tout à l'heure et que j'évoquais aussi, de l'accès à tous. Puisque c'est ça, au fond, une société qui est ouverte, enfin une entreprise qui est ouverte sur la société, c'est l'accès à tous. Je prendrai un exemple très simple qui était la révolution de tout ça, ça a été le sida, où on a découvert qu'il y avait des médicaments qui pouvaient être accessibles aux riches et pas aux pauvres. Ça a démontré qu'on ne peut pas, même si on fait les choses de façon légale, il y a des choses qui ne sont pas morales. Et par ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour des entreprises comme les nôtres, plus vous faites des produits qui sont accessibles à tous, plus vous touchez des clients et plus vous pouvez gagner d'argent. Donc le mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien. Et on a au Brésil travaillé avec la mairie et le ministère sur la santé des gens qui habitent dans les favelas. Alors on a d'abord mis des hôpitaux à proximité des favelles qui sont sur les collines. Tout ça, ça suffisait pas parce qu'il fallait, pour ceux qui habitaient tout en haut, ça met 1h30 pour monter et descendre. Ensuite, on a mis des camions dans les villages avec la possibilité de faire du diagnostic, mais ça suffisait pas non plus. Et on a conçu complètement un sac à dos qui pèse 9 kilos et donc on peut monter tout en haut des favelles et qui permet de diagnostiquer 45 pathologies en moins de 10 minutes. Et dedans, il y a une tablette électronique qui permet d'envoyer les résultats à l'hôpital, de savoir si la personne doit être hospitalisée ou pas, de faire le bon diagnostic, parce qu'on n'a pas forcément envoyé un médecin faire ces diagnostics, et puis surtout de faire des études d'épidémiologie et de savoir s'il y a des vaccins à faire, enfin, des choses comme ça. Cet outil-là, qui part d'ailleurs d'un ultrason portable qu'on a fabriqué pour le marché chinois et qui a la taille d'un téléphone portable, nous offre un diagnostic aux gens qui sont dans les favelles qui est meilleur que celui que vous avez chez votre médecin de ville. Donc cette approche de terrain local a permis, et de compréhension de la société et des besoins locaux, de créer un produit qui, on espère, se développera partout dans le monde, mais qui apporte non seulement une réponse à un besoin vital, mais comme Caroline le soulignait,
cette imbrication entre la réponse que des entreprises comme les nôtres doivent apporter à la société de demain. Alors pour conclure, c'est vrai que ce que l'on peut dire en fait, à travers ces deux témoignages très approfondis, c'est qu'en réalité, je crois que l'entreprise a vraiment pris conscience, peut-être encore plus aujourd'hui dans cette période de rigueur, que c'était un organisme vivant, qu'il y va de sa survie, tout simplement, et que parce que c'est un organisme vivant, elle a la nécessité, l'impératif nécessité de s'adapter au monde qui l'entoure, de se synchroniser à son écosystème, et ces initiatives, en fait, y contribuent pour une large part. C'est une forme de générosité de la part de l'entreprise, mais aussi probablement une question de survie, hein. Donc beaucoup plus fondamentale, et ça, je crois que c'est important d'en être conscient, puisqu'il y va de l'intérêt de la collectivité, de la société civile, quels que soient les pays, il y va aussi de l'intérêt de l'entreprise, et c'est donc ce partage d'intérêts communs qui va dans le même sens, qui est de survivre à tout ça et de s'en tirer par le haut. Alors, je propose maintenant de clôturer cette plénière. Je rappellerai ou je dirais tout simplement combien nous avons été tristes, je crois, tous les uns et les autres, que Stéphane Richard ne soit parmi nous. Je crois qu'il en avait vraiment envie et beaucoup de choses à dire. Donc, je crois qu'on a été de tout cœur avec lui pendant ce moment-là. Je propose d'enchaîner avec deux ateliers qui font donc, comme on le disait, intervenir, et ça c'est vraiment original, des binômes à la fois corporate et opérationnels. C'est très important. Le premier, donc, concevoir le reporting social comme un outil de pilotage stratégique. Ce sera avec Pierre Sténon et dans cet amphithéâtre. Le deuxième, associer plus étroitement les salariés au projet d'entreprise. Ce sera avec Henri Rouillot dans le Salon Milan qui se situe juste en dessous au niveau -2. Ensuite, on se retrouvera donc dans cette même salle à 17h pour la seconde plénière. Voilà, merci. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants.